À l'issue de mes études de communication à l'université de Louvain, j'avais une certitude. C'était de faire de l'anthropologie euh, et de passer un doctorat. Alors j'avais, au cours de la dernière année de licence, j'avais une première expérience ethnographique, je dirais, de l'ordre du mini-terrain. Cette expérience s'était déroulée en Ardèche et au Larzac, où j'avais analysé deux communautés dites alternatives, des jeunes qui étaient en rupture de banc et qui soit menaient la vie de bohème en Ardèche, en, en fumant beaucoup de marijuana et en ne fichant rien, et où dans le Larzac, c'était une autre forme de communauté alternative, mais c'était des gens qui avaient quitté l'université de Louvain et qui étaient des ingénieurs agronomes, etc., et qui, eux, avaient un projet, c'était de faire de l'agriculture alternative. Et ce projet était assez intéressant parce qu'il était parti de l'idée que mener une vie alternative ne pouvait pas se faire sans passer quand même par une réflexion sur l'économie. Alors ça, c'est assez intéressant parce que les gens qui avaient leur vie de bohème et qui fumaient beaucoup, c'était des gens qui, souvent d'ailleurs, venaient d'un très très bon milieu parisien. Je me rappelle, petite anecdote, de deux, trois personnes qui rentraient dans notre communauté et qui rentraient la nuit puis qui sont arrivées à pied alors qu'elles avaient une voiture. Et en fait, elles étaient, on peut dire, pétées. Elles avaient atterri quasi au bord d'un précipice et étaient revenues sans trop savoir ce qui s'était passé. Mais bon, aucune réflexion, une vie qui finalement était très dépendante des parents, même si on ne voulait plus des parents. Et puis de l'autre côté, une vie réfléchie, les produits agricoles qui allaient être faits par ces personnes allaient être distribués dans la région de Lyon dans des réseaux syndicaux. Et donc, c'était assez intéressant. Cette dimension économique n'allait plus me lâcher dans mes réflexions d'ordre anthropologique. Mais à cette époque-là, je ne me rendais absolument pas compte. Puis le papier, j'avais fait un papier pour un cours, un séminaire d'anthropologie sociale, et puis j'avais vendu ce papier parce que j'étais correspondant de presse d'un journal régional ici en Belgique, et j'avais vendu ce papier à ce journal, et ça avait été bien lu, c'était apprécié. Donc c'était un tout premier, c'était dans le journal Vers l'avenir. Et donc c'était un premier pas vers l'ethnographie. Et puis alors, vous l'ai dit, la rencontre des Tziganes a tout bouleversé d'une certaine manière. Euh, il faut bien se dire que euh, je n'avais absolument aucun plan préconçu pour entrer en contact avec les Tziganes. Moi, je voulais faire de l'anthropologie. J'aurais pu faire de l'anthropologie, par exemple, en retournant dans une communauté alternative. J'aurais pu développer davantage le travail que je faisais sur l'avenir de l'information en Wallonie. Je pensais plus personnellement à aller travailler au Moyen-Orient ou bien dans le Pacifique. J'étais pris par l'image des vainés. J'étais déjà dans mon délire de la vie dans un paradis exotique. Eh bien non, c'est tout bonnement sur un terrain vague tout proche de Louvain-la-Neuve que j'allais faire les premiers pas dans ce qui allait devenir un terrain vraiment fondateur pour mon évolution intellectuelle.
Alors, pourquoi ce terrain? Ben, je l'ai dit, je suivais un cours d'ethnolinguistique. Le professeur d'Outreloup nous demandait de faire une recherche livresque. Et ma femme, qui aimait la musique tzigane, avait été alarmée par la situation d'un groupe tzigane qui se trouvait dans une ville voisine, à Wavre. Et là, ces gens vivaient quasi au quotidien des situations d'expulsion, au point d'ailleurs que cette situation avait été extrêmement médiatisée, qu'il y avait un comité international tzigane qui avait voix à la radio et donc faisait parler assez fort de lui et de la situation des tziganes en Belgique. Donc aucune idée. Alors, si ce n'est que les tziganes, ben, c'était des musiciens, c'était des nomades, ils étaient très bronzés, les hommes avaient un chapeau et des boucles d'oreilles, les femmes avaient les longues robes, un foulard dans les cheveux, et c'était un peuple errant de gens marginaux qui venaient vraisemblablement de l'Inde, ça j'avais cru le lire quelque part. Lorsque le professeur d'Outreloup a appris que nous voulions faire des recherches chez les tziganes, il nous a dit qu'il connaissait les tziganes. Il en avait rencontré à Lille lors d'études sur le catholicisme charismatique. Et il avait rencontré là une famille de manouches de Bruxelles. Et il nous avait donné l'adresse de contact de cette famille. Et en même temps, ma femme et moi, on avait contacté le comité international tzigane puisqu'il avait pignon sur rue. Et là, très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait deux mondes. Ce n'était pas du tout un monde homogène, mais il y avait deux mondes. Un monde plutôt intellectualisé, de gens qui proposaient un discours très construit de l'exclusion, et puis de l'autre côté, des gens on pourrait presque dire des petites gens du peuple, du commun, qui étaient extrêmement différents. Alors, tout à fait étonnant, on va rencontrer ces manouches, non pas dans une caravane au bord d'une route, alors qu'ils sont expulsés, mais à Bruxelles, dans le quartier populaire des Marolles. Le quartier des Marolles est devenu beaucoup plus huppé aujourd'hui, c'est un quartier dit bobo. À l'époque, c'était un quartier vraiment populaire, des gens de conditions assez misérables, en gros, et des manouches et d'autres groupes nomades, tziganes, d'origine nomade, s'étaient établis là. Et c'était étonnant. Pour rencontrer ces gens qu'on pensait nomades, on s'est retrouvé face à une maison, petite maison ouvrière, sans sonnette. On avait rendez-vous, mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Pas de sonnette. Frapper à la porte, pousser la porte, entrer. On était devant sans trop savoir. Et subitement, derrière nous, un cortège de plus de 500 personnes, en fait un cortège funéraire, composé de tziganes, de forains, de gens de ce milieu hétéroclite, qui accompagnaient un des leurs à l'église et puis au cimetière. Et à l'issue de ce cortège, deux personnes, deux jeunes, qui allaient devenir des amis intimes de notre couple. Un garçon, alors là, très typé, plutôt blanc de peau, mais la moustache un peu à la gauloise, les cheveux noirs longs, une veste, pantalon, des souliers pointus, un peu comme on pouvait le rêver. Et puis à côté, une jeune femme, mais sans le foulard, mais les longs cheveux noirs, une robe jaune très longue. Et ils avaient quitté le cortège funéraire, puisqu'ils avaient rendez-vous avec nous, et ils étaient en train de rigoler de notre malaise face à cette maison. Et quand on est entré dans cette maison, avec eux, au premier étage, on est rentré dans un tout autre monde. C'était une pièce sédentaire,
de gens qui étaient installés, mais il y avait des harnais de chevaux au mur, il y avait une peinture très, très, très populaire représentant une gitane, une chaise, un lit, pas grand-chose de plus. Et puis subitement, alors que la porte avait été fermée avant qu'on nous l'ouvre, subitement, des gens qui vont et viennent. Et pendant 1 heure ou 2 heures qu'on est resté pour un premier contact, on a vu des tas de personnes. Il y avait là la mère de la jeune femme, il y a un de ses frères qui est venu, et puis d'autres personnes. Et puis un peu on venait voir qui étaient ces gens. On allait apprendre que nous étions des gadgets, c'est-à-dire des paysans, des gens qui ne sont pas tziganes. Et eux, étaient des manouches, mais petit à petit, on allait apprendre que c'était beaucoup plus complexe et qu'il y avait en fait plusieurs groupes ethniques et qu'ils étaient issus eux-mêmes de la fusion entre plusieurs groupes ethniques. Et donc, ça, c'était quelque chose qui allait être passionnant sur le plan ethnologique, mais qui était très désarçonnant au départ. Puis, d'un autre côté, avec le Comité international tzigane, on allait rencontrer des gens qui, eux, étaient sur la route et qui étaient dans des caravanes et qui stationnaient sur des terrains vagues. Imaginez, la Belgique est un pays où il pleut beaucoup, c'est du stéréotype, mais les terrains vagues sont des terrains vraiment spongieux, etc. Et puis vous voyez ces caravanes qui sont là, stationnées dans des conditions qui, pour le monde extérieur, peuvent paraître misérables et en tout cas qui marquent l'exclusion. Et puis, ces gens, c'était des Roms. Alors, on avait des manouches, on avait appris qu'il y avait d'autres groupes, comme ceux qui s'appellent les voyageurs, et puis maintenant, on avait des Roms. Alors, tziganes, et puis tout ce monde-là. Alors, ces Roms comme ces manouches, eux, s'appelaient eux-mêmes gitans, et parfois voyageurs, et commençaient à stigmatiser. Mais ils semblaient vraiment fort différents. D'autant que les Roms que nous rencontrions étaient des gens dont les femmes, en tout cas, étaient très typées, au niveau vestimentaire, c'était effectivement ces femmes avec les longues robes, avec les foulards, etc. Donc, nos certitudes de départ, nos stéréotypes de départ étaient largement bouleversés. Alors, je disais 2 groupes, 3 groupes. Mais au fur et à mesure qu'on rencontrait les gens, on rencontrait des gens de ces groupes différents qu'on avait rencontrés dans des terrains différents, et ils se rencontraient. Ainsi, des membres de la famille de nos amis sédentarisés en ville côtoyaient les Roms. Et des Roms étaient mariés avec des gens de l'univers manouche. Et tout ça, on commençait à se dire, mais mon Dieu, c'est extrêmement compliqué. Après 1 an, étant assistant à Louvain, il fallait que je prouve quand même que je faisais du travail. Et il a fallu faire un ouvrage. On avait obtenu des fonds, notamment avec l'appui d'Outreloup, des fonds de l'université, pour faire un film. On avait fait un film Super 8 d'1h45, je ne vous dis pas. Mais c'était un film qui exposait la situation des différents groupes tziganes de Belgique. Et on avait suivi des familles jusqu'en Suisse avec elles. Et donc on avait déjà quelque chose qui était assez consistant. Mais après 1 an, on se rendait bien compte qu'on avait un monde qui était assez méfiant, qui ne disait pas spontanément de quoi il était fait. Il fallait vraiment prendre le temps d'apprendre et d'entrer dans une relation de confiance. Moi, j'avais complété les informations que j'avais obtenues sur le terrain par des données qui étaient livresques et qui étaient pêchées un peu à gauche et à droite, ce qui s'est révélé être une erreur ethnographique considérable, mais à l'époque, c'était des ouvrages qui étaient labellisés comme étant des références, et donc pour moi, ça allait de soi. Mais par contre, ultérieurement, des tziganes, plus ou moins proches de moi, m'ont reproché d'avoir fait ces choses-là. Et notamment, j'avais écrit que les manouches disaient des voyageurs qu'ils mangeaient du chien. Et lorsque des manouches ont lu ça, ça les avait énervés au plus haut point. Alors on peut dire, oui, effectivement, j'avais entendu ça. Et c'était écrit par ailleurs dans des ouvrages qui paraissaient sur les manouches d'Alsace, par exemple.
Et c'était la réalité. Maintenant, non pas qu'il mangeait du chien, mais c'est une anecdote, mais très importante. Parce qu'un des manouches que je connaissais peu, mais dont je connaissais la notoriété, m'a rencontré un beau jour et m'a très, très gentiment et de manière extrêmement noble demandé pourquoi j'avais dit que son cousin mangeait du chien. Alors, un manouche qui parle de son cousin, Yeniche, c'est un autre groupe tzigane, c'est quelque chose qui allait pour moi à l'encontre de tout ce qu'on écrivait sur les tziganes, 3 groupes organisés, quasi imperméables les uns aux autres, avec des histoires propres, etc. Et bien ici, je voyais qu'effectivement, il y avait des relations beaucoup plus complexes entre tous ces groupes. Je l'avais senti assez vite au contact du jeune couple dont je vous ai parlé, mais ici, effectivement, c'était de manière plus forte, plus violente, à la limite, au niveau de la compréhension. Je me rendais compte qu'effectivement, il fallait être très prudent et il fallait donner une priorité au terrain. Alors le terrain, oui, j'en avais entendu parler du terrain. Le terrain, on était préparé, mais très théoriquement. On nous avait bien dit que c'était la base du travail anthropologique, que ça remontait à Malinowski, mais que déjà Boas avait fait du terrain et poussé ses étudiants à en faire. Et plus tard, quand je donnerai le cours d'anthropologie, je raconterai ça aussi. Mais entre ce que l'on sait et ce que l'on vit concrètement quand on est face à des gens qui ne sont pas comme nous, j'avoue que ce n'est pas facile. Et donc, c'était un apprentissage dur sur le terrain. Alors, l'affaire du chien, c'est assez intéressant parce que le chien, j'apprendrai par ailleurs que c'est un animal psychopompe et que dans la littérature des légendes allemandes, comme beaucoup plus tôt dans le monde grec, c'est-à-dire dans l'univers indo-européen et dans lequel les manouches s'inscrivent, c'est un animal qui aide au passage de la vie à la mort. Et j'apprendrai que chez les manouches, la mort est quelque chose d'extrêmement important. C'est ce qui, d'une certaine manière, stabilise définitivement la destinée humaine. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on peut être ce que l'on est, ce que l'on prétend être, sans interloupe possible. Et donc, mais ça, je ne le savais pas. Je ne savais pas dans quoi j'allais mettre les pieds. Alors, le chien, c'est tout à fait intéressant aussi, parce que je vous ai parlé de Georges Tinès. Georges Tinès était cet éthologiste qui a occupé une position peut-être un peu marginale à l'université de Louvain, mais de notoriété internationale. Un personnage tout à fait fort. Il avait été lui-même officier dans la section belge de la Royal Navy, donc il y avait une terre d'entente possible entre lui et moi, puisqu'on pouvait en parler. Et puis alors, je lui avais passé mon mémoire de licence, et ce mémoire touchait à l'anthropologie, mais aussi à l'éthologie et à l'anthropologie. C'était un mémoire, vaste relecture de différents ouvrages, mais un mémoire que j'avais intitulé « Hominisation, pouvoir et communication symbolique ». Et ce mémoire avait passionné Georges Tinès. Et il m'avait dit, mais je suis en train de monter un lien avec le musée d'histoire naturelle à Paris, et notamment le laboratoire d'anthropologie, pas d'anthropologie, d'ethnobotanique et d'ethnozoologie qui avait été fondé par Audricourt. Et donc, il était plutôt en lien avec quelqu'un qui était spécialiste en ethnozoologie, le professeur Pujol. Et il m'avait dit, mais va voir Pujol, il va être fasciné par ton approche des tziganes. Et donc, je suis allé voir Pujol, et puis j'ai pu bénéficier d'une bourse dans le cadre des accords franco-belges pour faire un apprentissage à l'ethnozoologie au laboratoire d'ethnobotanique et d'ethnozoologie du Muséum d'histoire naturelle. Bon, alors c'était très intéressant, et j'ai donc orienté mes recherches sur le terrain tzigane vers le rapport entre les tziganes et les animaux.
Alors, sur le plan de la littérature existante, ben, il n'y avait rien, si ce n'est qu'il y avait beaucoup à collecter ici et là, aussi bien dans la littérature anglaise que dans la littérature française, espagnole, etc. Et donc, je me suis amusé à faire un mémoire de licence, et puis plus tard un mémoire de maîtrise en France et en ethnologie, sur le thème de l'ethnozoologie des populations tziganes. Pourquoi licence et maîtrise? Eh bien, tout simplement parce que lorsque, à l'issue de mon insertion dans le laboratoire du Musée de l'Homme, du Muséum d'histoire naturelle, eh ben, je me disais, ça y est, dorénavant, je vais faire ma thèse à Paris, c'est sûr, ce sera sur les tziganes, en ethnozoologie, et je la ferai avec Raymond Pujol. Bon. Sauf que le secrétariat de l'université Paris 5, où Raymond Pujol était le directeur d'un certificat d'ethnobotanique et d'ethnozoologie, et où se développait un centre de recherche tzigane qui était dirigé par un certain Jean-Pierre Liégeois, ben, sauf que ce secrétariat ne reconnaissait pas du tout ma formation anthropologique comme étant valable pour accéder à une thèse. Et donc, j'ai été gentiment invité à refaire une licence en sociologie et ethnologie comparée, une maîtrise à la suite, et puis ultérieurement un DEA, et puis la thèse de troisième cycle ultérieurement. Mais bon, me voilà sur le terrain en Belgique en train de récolter des informations sur le rapport entre mes manouches et les chevaux, mes manouches et différents animaux. J'ai pu travailler j'ai pu recueillir des informations, mais surtout sur un animal, le hérisson. Le hérisson qui était un animal cautionné, qui était un petit peu un animal consommé par les tziganes, en tout cas c'était ce qu'ils disaient, etc. Et donc ça m'a permis d'écrire un premier article scientifique sur le hérisson, et c'est un article qui a été assez connu parce qu'il est paru dans la revue Terrain. C'était un numéro consacré au rapport entre l'homme et les bêtes. Et cet article a été repris ultérieurement par la revue Terrain dans un ouvrage, par moi-même revu et corrigé dans une autre revue, etc. Et il a été très commenté. Mais en même temps, cette période de rapport avec les tziganes orienté sur le plan ethnozoologique, ça m'embêtait très fort parce qu'il n'y avait plus de chevaux chez les tziganes. Les animaux comme les ours, etc., il n'y en avait pas en Belgique. Tout cela était très anachronique. Les tziganes, ils étaient dans la boue, ils étaient exclus, ils faisaient du ferraillage, ils revendaient des voitures, ils faisaient de la brocante, ils faisaient les marchés, bon, différentes activités, mais qui, si je voulais continuer à parler sur eux sérieusement et avec un intérêt, et pour eux et pour moi, eh ben, devaient me faire quitter ce champ de l'ethnozoologie. Et c'est finalement la thèse que j'allais faire, eh bien c'est une thèse qui allait concerner mes manouches, les groupes voisins qui les fréquentaient, mais en même temps qui allait être beaucoup plus orienté sur la réalité de ces populations, qui était une réalité, alors dans de très nombreux domaines, aussi bien sur le plan de la spiritualité, mais aussi sur le plan de la citoyenneté, mais sur des plans qui allaient retenir toute mon attention, le plan social, la parenté. Rappelez-vous ce rapport, pourquoi as-tu dit que mon cousin mangeait du chien? Donc la parenté et puis l'économique, cette dimension qui m'était parue finalement tout à fait importante. Alors donc j'allais travailler sur ces questions-là, et j'allais travailler avec un directeur de thèse qui n'allait plus être un ethnozoologiste, mais quelqu'un qui était un de mes professeurs à Paris 5, avec qui j'avais sympathisé,
Paris 5, c'était une pépinière. Et pour moi, pour ma formation, c'était tout à fait intéressant. C'était Georges Ballandier, c'était Cresswell, c'était Louis-Vincent Thomas, c'était Alban Benssa, c'était alors Jean-Pierre Liégeois pour l'aspect tzigane, c'était Rivière. Enfin bref, il y avait une série de gens qui pour moi étaient des pointures et que j'apprenais à connaître. J'avais alors, j'avais un rapport plus particulier avec Louis-Vincent Thomas, et c'est lui qui allait être mon directeur de thèse, un directeur de thèse qui me recevait chez lui, et on prenait vraiment le temps de faire un état des lieux, etc., mais qui n'était pas du tout directif. Il accompagnait, par sa guidance, tout en douceur, il accompagnait ma propre pérégrination. Et ça a pris quand même quelques années. Et donc, il m'a fait comprendre, enfin, il m'a fait comprendre que j'étais en train de mener une véritable enquête de type policier. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que après 2-3 années auprès des populations tziganes que j'allais apprendre à connaître en Belgique, et auprès des gens que je rencontrais de leur famille, notamment en France, c'était toujours les mêmes personnes qui revenaient. Alors les uns bougeaient beaucoup, d'autres se stabilisaient, mais sur 1 an, sur 2 ans, eh ben, c'était toujours les mêmes personnes. Ça voulait dire que ça pouvait être interprété comme un groupe familial, ou 2-3 groupes familiaux qui se retrouvaient, bref, comme une société qui n'arrêtait pas de se perpétuer, et cela dans un contexte extrêmement dur sur le plan du rejet. Et donc ça m'intéressait, mais ils ne parlaient jamais directement de leurs parents. Ils ne donnaient pas les motifs, ils ne me donnaient pas les motifs pour lesquels c'était telle et telle personne qui venait à tel et tel moment les voir, etc. Bon, alors leur demander, ça aurait été une violente intrusion. Donc je laissais faire, mais petit à petit, ce que je voyais, c'est que si je ne pouvais pas avoir d'informations sur les parents directs, les cousins pouvaient m'en donner. Et quand j'allais chez les cousins, eux-mêmes ne parlaient pas de leurs parents directs, mais c'était d'autres cousins qui leur parlaient. Et donc je pouvais monter des informations et qui ne me donnaient pas la clé pour autant. Et donc je me suis lancé petit à petit dans une étude d'ordre généalogique, et en tout cas dans une étude d'ordre historique, parce que j'ai sollicité aussi bien les archives générales du royaume en Belgique, peu de choses en ce qui concernait mes groupes, qu'en France et en France, là, les archives nationales, et puis surtout les archives départementales, où département par département, suivant les informations qu'ils me donnaient, ce que mes tziganes me donnaient sur les périples suivis par leurs parents, eh bien je finissais par retracer les périples de leur famille. Et ma thèse, finalement, elle était charpentée par 200 ans de généalogie, pratiquement. Donc ça me permettait de travailler finalement sur la production sociale et économique d'un groupe tzigane, des Manouches en l'occurrence, depuis leur installation dans les Vosges du Nord au moment de la Révolution française. Ils venaient eux-mêmes d'Allemagne, ils étaient entrés en France et ils allaient petit à petit aller les uns vers la Hollande, les autres vers la France, les autres vers l'Italie, les autres vers l'Espagne. Ils allaient se redéployer et c'est tout ça qui allait me passionner dans ma thèse proprement dite.